Bonjour à tous, alors juste un petit message avant que vous commenciez à regarder cette vidéo pour vous expliquer ce que vous allez voir en fait. En fait cette vidéo c'est un repost d'une ancienne vidéo de La Bonne Oreille sur Premier Contact qui a été sortie en novembre 2017 et qui a été bloquée par les sociétés de production qui ont produit le film à cause des extraits notamment de films que j'ai utilisés tout au long de la vidéo. Pour que vous puissiez quand même profiter de ce qui est dit dans cette vidéo, je vous propose ici une version audio seulement de la vidéo sur Premier Contact. Si vous voulez voir la vidéo complète avec les images comme elle était avant, il faudra aller sur Dailymotion, oui je sais, le lien est quand même dans la description. Bon visionnage si vous voulez rester sur la version audio et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci, je vais commencer ma vidéo par une question très simple. C'est quoi un grand film? On entend souvent parler de classiques du cinéma ou de chefs-d'œuvre cinématographiques, mais sérieusement, à quoi reconnaît-on un grand film? Eh bien, je pense que c'est très subjectif, ça dépend des spectateurs. On peut très bien mettre une œuvre dans le top 5 des meilleurs films de ma vie, que tout ça c'est trop bien, pendant que notre voisin aura eu l'impression de perdre 2 heures de son existence en le regardant. Tout ça c'est très personnel, c'est propre à chacun et personne ne peut vraiment changer cet avis. Pour beaucoup, l'une des dernières grosses claques reçues au visage a été envoyée par Denis Villeneuve, qui a réussi le pari fou de réaliser une suite au Blade Runner de Ridley Scott, et il suffit de passer quelques secondes sur internet pour se rendre compte que oui, certains sont déjà amoureux de 2049. Mais pour moi non, ce n'est pas le grand film que j'attendais. Non, pour ma part, ce grand film est arrivé un an avant, mais c'est aussi un chef-d'œuvre de Denis Villeneuve, Premier Contact. Et l'une des grandes forces du film, ce qui a dû un peu peser sur la balance, c'est son travail sur le son, et ça tombe bien vu que c'est le but de cette émission, parler de son et de musique au cinéma. Alors prenez une grande respiration, oubliez Blade Runner 2049 et laissez-vous emporter dans le bien bel univers de Premier Contact grâce à ce nouvel épisode de La Bonne Oreille. Premier Contact, ou Arrival aux États-Unis, est donc un film de science-fiction du Canadien Denis Villeneuve, un réalisateur qui commence à marquer les esprits avec un style bien à lui, et ce bien avant son Blade Runner, avec des succès tels que Prisoners, Enemy ou Sicario. Le scénario du film est assez simple à première vue. Alors que la vie suit son cours dans notre monde, tout va basculer avec l'arrivée un peu partout sur Terre de 12 objets volants non identifiés. On m'appelle l'OVNI. Alors on va tout de suite arrêter avec les vannes. Ces 12 vaisseaux arrivent sur notre planète à 12 endroits bien précis, accompagnés d'habitants venus de très loin pour communiquer avec les humains. Aux États-Unis, c'est Louise Banks, une professeure de langue mais surtout une grande traductrice, qui va être choisie pour comprendre les aliens et parler avec eux. Elle sera aidée par le scientifique Ian Donnelly et une bien belle équipe de militaires comme on les aime. Vous l'aurez compris, tout l'intérêt du film réside dans les échanges entre les aliens et les humains, et on va observer ça à l'aide du personnage principal, Louise Banks. Cette histoire assez contemplative ne peut marcher que grâce à un gros travail visuel et sonore, et ça tombe bien vu que c'est le cas. Si Premier Contact mérite son Oscar du meilleur mixage son, c'est aussi pour sa capacité à mélanger l'ambiance et la musique. La bande originale de Premier Contact a été composée par Jóhann Johansson, qui avait déjà travaillé avec Denis Villeneuve sur Prisoners ou Sicario. Il devait aussi s'occuper de Blade Runner 2049, mais il a été prié de prendre la porte pendant la production du film, pour être remplacé par Benjamin Wallfisch et Hans Zimmer. S'il fallait ranger ses compositions dans un genre, on choisirait plutôt le terme d'ambient musique. Un style minimaliste, plutôt discret, qui sert comme son nom l'indique à nous emmener dans une certaine ambiance. Et ça tombe bien puisque c'est ce que le film cherche à faire, nous emmener dans son univers, nous faire ressentir toute cette atmosphère un peu oppressante, stressante et surtout inconnue. Vu que les compositions de Johansson sont créées pour être discrètes, elles vont être très souvent mélangées au son d'ambiance du film. So far, there are 12 unidentified objects spread across the globe. There is no obvious logic to their locations. Dans Premier Contact, il n'y a pas énormément de différence entre le sound design, tous les sons qu'on peut entendre, et la musique, et on peut s'en rendre compte très tôt dans le film. Dans une des premières séquences, un hélicoptère emmène Louise Banks là où se trouve le vaisseau. Le son qu'il produit va être mélangé au son de la musique. On peut même se demander à certains moments si le son de l'hélice ne fait pas partie de la musique elle-même, tellement les deux collent parfaitement ensemble. Toujours sur cette séquence, dès que nos personnages principaux arrivent sur la terre ferme, c'est l'ambiance qui va commencer petit à petit à dominer la musique, avant de l'effacer complètement sans que le spectateur ne s'en rende compte. Et c'est là tout le génie du mixage, mélanger la musique, qui est hors de l'univers du film, et l'ambiance que les personnages entendent, puis passer de l'un à l'autre sans que monsieur tout le monde ne s'en rende compte. Et des exemples comme celui qu'on vient d'entendre, il y en a plein dans le film.
Bon après il y a bien des scènes où la musique prend le dessus, mais c'est toujours pour casser le rythme, pour nous montrer quelque chose que les personnages ne vivent pas tout de suite. Comme une scène au milieu du film qui contient seulement de la musique et une voix off qui nous résume la situation. Here are some of the many things we don't know about heptapods. Greek, hepta 7, pod, foot, 7 feet, heptapod. Mais à part pendant quelques scènes, c'est vraiment l'ambiance qui domine le son de Premier Contact. On le ressent très bien sur des séquences un peu plus tendues. Dans certains films, on aurait pu souligner ce genre de moment par une petite musique qui va bien. Ici, non. Quand on veut nous préparer au futur contact entre les aliens et les humains, on préfère nous introduire un son d'alarme en plein milieu d'une scène de dialogue. Et nous le laisser pendant les plans suivants, même s'il y a eu un saut dans le temps. Et une fois que Louise sort dehors, c'est la même chose. Au lieu de nous envoyer une musique stressante, voire limite épique, pourquoi pas, on préfère nous mettre tout d'abord des voix, des sons d'hélicoptère et ceux de sa respiration. Avant de nous envoyer tout doucement des sons propres au compositeur sans baisser l'ambiance. Et après vous avoir parlé d'une séquence qui se passe avant la rencontre avec les aliens, je pense qu'il est temps de comprendre comment les sons nous accompagnent pendant ces fameux moments. Je l'ai déjà dit, mais tout le film repose sur la rencontre entre les humains et une autre race encore inconnue. Elles sont très importantes dans l'histoire et elles sont très attendues par les spectateurs, donc autant dire qu'il ne faut pas les louper. Avant la première vraie séquence de rencontre, on a eu le droit à un petit avant-goût de ces fameux aliens. On aurait pu avoir une photo par exemple, mais non. C'est un enregistrement sonore que Louise et donc nous, spectateurs, allons pouvoir entendre. Ça permet encore de rendre le son important et de pas jouer que sur le visuel. On va voir pour la première fois ces fameux visiteurs à la 32e minute du film. Et c'est bien à la 23e que l'on va nous dire « Attention, la première rencontre arrive ». Et ce grâce à un signal sonore aussi brutal qu'efficace que vous avez entendu tout à l'heure, l'alarme. Entre ce son et la première image d'un alien, il va se passer environ 10 minutes. Est-ce que ces 10 minutes vont être remplies de scènes inutiles pour gagner du temps comme dans Star Trek? Absolument pas. On va avoir un moment parfaitement géré pour mettre le spectateur en tension. On a dans un premier temps un passage en extérieur qui alterne entre ambiance et musique discrète comme on a vu précédemment. Puis nos humains vont progressivement rentrer dans le vaisseau avec toujours le même procédé sonore. La musique va changer un peu pour devenir plus sombre, plus grave, mais l'ambiance est toujours présente avec elle, et le rendu reste à peu près le même. Même sur les événements un peu extraordinaires, le film s'en tient à son concept et n'en rajoute pas des tonnes, comme quand un objet est lancé en l'air et qu'on obtient ça. Y a rien, pas de musique ou de réaction exagérée, juste le son de l'objet qui tombe, et pourtant ce petit moment fonctionne et retient notre attention. On continue sur notre séquence, la musique arrive pour le passage du changement de gravité. Ça ajoute discrètement un peu de tension tout en étant très léger, comme les respirations de Louise, ou la petite chute du professeur et ses cris. Et c'est là que la tension va monter d'un coup. Plus on se rapproche des aliens et plus le stress monte. Une musique rythmée comme des battements de cœur. Et surtout ce son. C'est agressif, c'est surprenant, on a limite des sonorités orientales dans un film de science-fiction. Bref, ça capte notre attention et ça renforce tous les sentiments qu'on pouvait avoir. On arrive enfin à la rencontre, la musique se calme, l'ambiance revient. Et après quelques passages un peu lents pour continuer dans le stress, ils arrivent dans un premier temps grâce au son. On les entend avant de les voir. Le sound design est agressif, imposant et bien sûr inhabituel, ce qui colle très bien avec leur apparence physique que l'on découvre juste après. Et cette très longue séquence se termine par... un retour presque brutal sur Terre, avec une ambiance tout à fait classique. Toute la tension retombe d'un coup, et nous, spectateurs, n'attendons qu'une seule chose, la deuxième séquence de rencontre. Tout est subtilement orchestré et fait avec légèreté, sans en rajouter des tonnes. C'est lent, mais complètement adapté, donc bien rythmé. C'est tout simplement parfait. Les autres séquences de rencontre vont être traitées beaucoup plus rapidement, car ce même découpage ne marcherait pas une nouvelle fois. Par exemple, pour la deuxième séquence, on a nos personnages dehors, et d'un coup... on est dans le vaisseau. Bon, après, le traitement du son à l'intérieur du vaisseau reste le même dans tous ces passages. L'ambiance est toujours à la fois splendide et pesante. Certains éléments s'installent et le caractérisent, comme le sound design des aliens, bien sûr,
ou encore le son de l'oiseau qui sera présent à chaque fois. Et là encore c'est pareil, quand le film veut sublimer un moment, il le fait toujours discrètement. Avant de passer au dernier point important du film, je veux juste soulever un petit truc. Les heptapodes, c'est le nom donné aux aliens, vont communiquer à l'aide de l'écriture et non à l'aide des sons. C'est un super choix de fonctionner comme ça parce que c'est un angle d'approche qu'on n'a jamais vu dans le cinéma pour parler du contact humain-alien, mais ça permet aussi aux sound designers de pas trop se casser la tête pour les bruits. Vu que les sons qu'ils produisent ne sont pas importants pour la compréhension de l'histoire, on peut nous envoyer toujours les mêmes sans que ça nous dérange. Leurs bruits font partie de l'ambiance, pas des dialogues. C'est quand même plus simple de rajouter une petite virgule sur les effets spéciaux pour créer une nouvelle phrase, plutôt que d'inventer un tout nouveau langage sonore. Et au moins on évite le cliché de l'alien qui tente tant bien que mal de parler comme nous. Bon après vous avez compris comment ça fonctionne, je vais pas vous décrire toutes les scènes. On a très vite un côté un peu répétitif qui s'installe, mais c'est voulu. Ça montre que ces moments qui étaient extraordinaires aux yeux de nos personnages au début du film sont au fur et à mesure devenus leur quotidien. Et en parlant de personnages, il est temps de s'attaquer au dernier point de cette analyse. Le personnage principal du film, c'est Louise Banks, c'est elle qu'on va suivre. On découvre le monde de premier contact à travers ses yeux, ses sentiments, ses pensées, mais aussi ses oreilles. On a une scène dans les premières minutes qui le montre très bien, c'est encore une fois celle de l'hélicoptère. Le son qu'il produit est bien évidemment très bruyant. Impossible pour Louise d'entendre ce que dit Yann, et donc c'est pareil pour nous spectateurs. Mais dans l'hélicoptère, il y a un casque qui leur permet de parler entre eux. Donc tout simplement, quand Louise met le casque, nous aussi on entend la discussion. C'est un petit passage totalement anodin, mais ça fait partie des détails qui permettent de nous sentir concernés par sa quête, mais aussi de s'attacher à elle. Un autre élément qui va nous rapprocher d'elle, ce sont ses flashbacks. Mais pour bien les expliquer, on va parler d'une séquence que j'ai volontairement laissée de côté pour le moment. Le tout début du film. On nous montre simplement Louise et sa fille, accompagnées d'une voix off à certains moments, et surtout de la splendide musique de Max Richter. Are you the sheriff in this here town? These are my tickle guns and I'm gonna get you. Cette séquence est totalement différente du reste du film. Le découpage dans le temps, la narration avec la voix off et surtout des violons. Jusqu'ici je vous ai parlé de musique électronique, minimaliste, calme, alors que là on a des cordes tristes, lentes, c'est un tout autre style. Et c'est là que je vais partir dans des interprétations qui ne tiennent qu'à moi, c'est que mon avis. Mais pour moi, la musique de Max Richter représente l'humain, tout comme cette séquence. Quand le film évoque les heptapodes, quand ils sont au centre de l'histoire, on a des sons électroniques, des instruments numériques, synthétiques, des voix pitchées, rien de naturel. Dans ce début de film, l'important c'est Louise et sa fille, deux êtres humains. On a donc des violons qui sont des instruments joués par des humains, pas par des ordinateurs. Dans Premier Contact, si au début les heptapodes sont au cœur de l'histoire, plus le film avance et plus on donne de l'importance aux hommes, et surtout plus on en apprend sur Louise. On voit ça avec des visions d'elle et sa fille en plein milieu du film. What's going to happen? À chaque fois, l'ambiance est très calme, les musiques disparaissent et on a seulement des sons naturels accompagnés de dialogues, sans rien ajouter. Là aussi, c'est l'humain qui est mis en avant, et le son de ces moments contraste avec celui des autres séquences. Et après 1h15 de film, on a enfin une musique au violon qui va réapparaître dans une nouvelle vision de Louise. Plus le film se rapproche de la fin, plus le violon revient, sur des scènes où les choix humains sont mis en avant. Tout le film va se terminer grâce à des communications entre les hommes, et non pas entre humains et aliens. Le violon va être souvent là pour caractériser cette idée. Et à la toute fin, lorsque Louise a toutes les réponses à son histoire et que nous, spectateurs, avons toutes les réponses du film, on retrouve la musique de Max Richter comme un symbole. Dès que l'humain reprend l'importance dans le film, qui était centré sur les aliens, l'ambiance se fait encore plus calme et les sons synthétiques disparaissent pour que des musiques plus humaines reprennent le dessus. Le son et la musique servent de symbole et accentuent merveilleusement tout le propos du film. Premier Contact m'a énormément plu, c'est très personnel mais il m'a touché au moment où je l'ai vu et je continue de le trouver excellent à chaque visionnage. Et je sais très bien que c'est aussi un peu grâce à sa bande son. Les choix sonores sont intelligents et discrets, ils aident le film sans le desservir. Ça peut paraître facile comme ça mais tout est choisi, tout a été pensé, c'est intelligent et réfléchi et pour moi ce film reste un bijou cinématographique et sonore. Bref, si vous ne l'avez pas vu, foncez, regardez-le. Et si vous l'avez déjà vu, regardez-le encore en faisant attention à tous les détails.
Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Là c'était plutôt de l'analyse pure, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Je sais que les avis sur ce film étaient partagés, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ah, je le dis pas souvent, mais je suis assez présent sur les réseaux sociaux, je donne 2-3 infos sur les futures vidéos, et donc n'hésitez pas à me suivre histoire de rien louper. Et sur ces paroles que vous avez entendues très régulièrement sur toutes les vidéos que vous regardez, je vous dis à très bientôt sur Il était une chaîne pour une prochaine vidéo.